Voilà, donc bienvenue à vous tous de nous rejoindre ce soir et peut-être que certains d'entre vous nous rejoignent pour la première fois. Alors je vais en quelques mots présenter un petit peu qui nous sommes à CGE et quels sont nos objectifs de travail, nos objectifs de militance. Voilà. Alors CGE se préoccupe essentiellement du rôle que peut avoir l'école et que doit avoir l'école pour contribuer à réduire les inégalités scolaires. C'est vraiment son cheval de bataille principal. Et pour pouvoir faire ça, elle essaye d'agir à 3 niveaux. Sur un plan sociopolitique d'abord, elle dénonce ce qui peut provoquer ou défavoriser la recherche, la réussite scolaire des enfants issus des milieux les plus défavorisés. Elle souhaite, en tout cas, elle fait tout pour devenir une force de proposition et être un acteur de changement. Un autre niveau d'intervention, c'est au cœur de la classe. On réfléchit ensemble aux pratiques, à nos pratiques, et nous essayons d'agir là où nous sommes. Au sein du mouvement, il y a des enseignants, il y a des professeurs d'université, il y a des professeurs de haute école. Nous sommes tous là avec le désir d'agir d'abord là où nous sommes. Nous souhaitons faire connaître aussi, proposer des façons d'enseigner qui prennent en compte la diversité des origines sociales des élèves. Et en fait, nous agissons dans la relation entre les familles et les acteurs éducatifs de l'école et des associations, en essayant d'établir des partenariats où chacun trouve sa place. Et c'est ainsi notamment que nous avons une coalition avec les parents de milieux défavorisés. Merci, on peut passer à la vidéo suivante. Donc l'idée de ces apéros le soir, entre 18 et 20 heures, c'est une heure où certaines personnes peuvent encore se libérer après leur journée de travail avant de commencer leur soirée, pour nous rejoindre et réfléchir avec nous. L'idée n'est pas de montrer des bonnes pratiques, mais de réfléchir ensemble à nos pratiques. Et, comme je le disais tout à l'heure, d'agir là où nous sommes. Alors ce soir, nous allons questionner vraiment ce qui est au cœur de nos préoccupations, comme je le disais, qui est la réduction des inégalités scolaires, et notamment par le biais de la réduction, ou plutôt de l'obtention d'une meilleure mixité sociale au sein des écoles. C'est le cœur même de l'engagement de CGE. Et le contexte politique actuel fait que cela rend la question particulièrement sensible ce soir, j'y reviendrai. Et donc, pour pouvoir éclairer nos idées, éclairer nos positions, éclairer nos questions, nous avons 3 intervenants ce soir. Il y a Marc Janssen, qui est enseignant, qui était enseignant et qui est maintenant directeur d'école. Dirk Jacobs, qui est sociologue et également professeur à l'ULB. Et Jacques Cornet, président de CGE, mais également sociologue et formateur d'enseignants. Ce sont donc ces 3 personnes que je remercie particulièrement de nous consacrer du temps ce soir pour essayer d'éclairer cette question difficile de la mixité scolaire. Voilà, alors remontons à mai 2005. Marie Arena, ministre de l'enseignement obligatoire, lance le contrat pour l'école avec 10 priorités, dont celle de supprimer les écoles ghetto. On est en mai 2005. C'est la première fois que dans le paysage de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, la volonté politique est clairement décrétée de promouvoir une mixité sociale au sein des écoles. Alors pour quelle raison? Pour quelle raison le politique en est-il arrivé à cette conclusion? Bien d'abord, comme on le sait malheureusement, il est urgent de réduire le taux des échecs au sein de l'enseignement francophone. La deuxième raison, c'est que les conclusions des chercheurs au fil de ces dernières années démontrent que la ghettoisation des écoles ne fait que renforcer les inégalités sociales et les transformer en inégalités de réussite scolaire. Par conséquent, aux yeux du politique, réduire les inégalités de réussite scolaire devrait passer par une plus grande mixité socio-économique et culturelle au sein des classes. Pour augmenter la mixité des publics scolaires, le politique décide de décréter la régulation des inscriptions des élèves dès l'entrée en enseignement secondaire.
Il espère ainsi rendre les écoles socialement et culturellement plus hétérogènes et éviter ainsi les écoles de l'entre-soi. Mais tout le monde connaît les péripéties qui ont suivi ce premier décret de 2005. Les réactions ont été virulentes parmi une partie de la population, parfois très sceptique. Une partie des citoyens craint pour leurs enfants un nivellement par le bas du niveau des études. Les files d'attente s'allongent, voire les nuits passées à l'entrée des établissements les plus réputés, afin de s'assurer de pouvoir y inscrire ses enfants. Depuis 15 ans donc, de législature en législature, le décret inscription est contesté. Il est critiqué, médiatisé et aménagé et réaménagé. Lors des dernières élections, certains partis avaient même émis l'hypothèse de supprimer clairement le décret inscription au profit d'un retour à la liberté du choix du père de famille. Cette liberté de choix qui est toujours inscrite dans la Constitution belge. Au moment de la déclaration de politique commune à la rentrée de septembre donc de cette année, il a été annoncé que le décret inscription ne serait toutefois pas supprimé, mais qu'il subirait de nouveaux aménagements. Si cette mesure institutionnelle a tellement de peine à s'implanter, force est de reconnaître que ce qui coince, c'est bien la mise en place ou non de cette mixité sociale au sein des écoles. Cette mixité sociale, finalement, est-ce qu'on en veut vraiment? Elle fait peur, elle irrite, elle agace, elle désempare. La décréter politiquement est une chose. Y adhérer d'un point de vue idéologique en est une autre. Mais la vivre au quotidien, c'est encore une autre affaire. Face aux résistances qu'on oppose à la mixité, face aux résultats scolaires des élèves qui restent franchement insatisfaisants, mais il faut se poser la question. La mixité sociale, certes, est un idéal politique, mais osons la question, est-ce bien la meilleure formule pour assurer aux enfants des milieux populaires les conditions relationnelles et pédagogiques pour qu'ils apprennent? Il serait curieux de vous retourner la question. Parmi vous, ce soir, croyez-vous que la mixité sociale augmente les chances de réussite de nos élèves? Je repose la question. Croyez-vous que la mixité sociale est donc la solution pour augmenter les chances de réussite de nos élèves les plus défavorisés? Alors, ceux qui pensent vraiment que c'est la solution, je vous invite à lever la main. D'accord. Ceux qui pensent qu'il y a peut-être une autre solution, je vous demande de peut-être lever la main. Et ceux qui n'arrivent pas à se positionner. D'accord. Je pense que ce bref sondage permet de mesurer la complexité de la question. C'est vraiment pas du tout une question simple. Donc, globalement, quand on regarde cette question, il faut penser à 4 acteurs majeurs. Les élèves, les parents, les enseignants et le système. Et en sachant parfois qu'on porte plusieurs casquettes. On peut être parent et enseignant, par exemple. Alors, du côté des enseignants, pour ou contre les classes hétérogènes, est-ce que le fait de mélanger les élèves favorisés et les élèves défavorisés, est-ce que c'est la meilleure voie pour permettre à tous les élèves d'apprendre? Côtoyer des élèves nantis, soutenus par la culture familiale, est-ce que cela aide vraiment les élèves qui ne bénéficient pas de ces avantages? Peut-être. Oui, sans doute. Si oui, à quelles conditions? Comment, moi, enseignant, est-ce que je peux garantir un même programme avec des mêmes exigences, avec des profils d'élèves et de besoins aussi différents? Du côté des élèves, on peut aussi se poser cette question de la pertinence de la mixité sociale. Comment est-ce que moi je me sens en tant qu'élève, issu d'un milieu défavorisé, avec des parents au chômage, un habitat précaire,
face à des copains de classe issus de milieux favorisés. M'intégrer dans une sphère différente de la sphère familiale, pour quel bénéfice et surtout à quel prix? Les élèves les plus défavorisés, les plus fragilisés, peuvent-ils véritablement tirer de cette hétérogénéité de réels bénéfices sur le plan des apprentissages, mais aussi sur les plans relationnels, de la valorisation de soi et de l'estime de soi? Du côté des parents, comment ressent-on les choses? Quelle intégration pour les familles défavorisées? Quelles ambitions pour nos enfants? Nivellement par le bas ou idéal démocratique et humaniste? Une fois encore, à quel prix? Du côté du système, qu'est-ce qu'on attend de la part des jeunes au terme de leur scolarité pour répondre aux défis de la société d'aujourd'hui et de demain? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la question de la réduction des inégalités scolaires est au cœur des préoccupations de CGE. Aujourd'hui, vu les oppositions, vu les crispations à l'égard de cette question, nous osons reposer la question, nous osons la remettre sur la table, la remettre en débat. Éclairer les tensions qui l'habitent à l'aune de l'actualité de ce jour et des perspectives de demain. Donc, nos trois intervenants vont nous y aider. Comme je le disais, Marc Janssen a été enseignant et puis directeur. C'est sa deuxième expérience de direction d'école et il va nous en parler dans des milieux défavorisés. Le premier qui a évolué vers une meilleure mixité sociale et le second qu'il expérimente aujourd'hui avec un milieu très très défavorisé. Dirk Jacobs, avec sa casquette de sociologue, de professeur ordinaire à l'ULB, va nous partager l'expérience de nos voisins flamands qu'il connaît bien et les dangers qu'il perçoit d'une absence de mixité au sein de nos établissements. Ce que je trouve aussi intéressant dans son propos, c'est qu'il fait le lien entre la volonté d'un tronc commun et cette volonté de mixité sociale. C'est quelque chose qu'on entend rarement. On voit le tronc commun d'un côté, on voit la mixité sociale de l'autre, et on ne voit pas toujours les ponts qui les relient l'un à l'autre. Et Jacques Ornet, enfin, en tant que président de CGE, parlera particulièrement des prises de position que les militants de CGE ont eu l'occasion de prendre sur cette question il y a peu de temps, lors d'une assemblée générale. Et donc, il vous communiquera, il vous partagera un petit peu notre point de vue à l'intérieur du mouvement. Et après ces trois interventions, nous laisserons la place à vous, au public, à vos réactions, et donc de façon à pouvoir vraiment engager un peu plus loin la réflexion. Au premier mot que je vais prononcer, vous aurez tous compris que ma région, c'est Liège. Donc, voilà, j'ai le petit accent, vous ne m'en voudrez pas. Alors, moi je vais simplement, volontairement un petit peu, ou involontairement, jeter le trouble dans cette question de la mixité. Je vais vous rappeler une expérience d'une école où j'ai évolué, où j'ai démarré comme enseignant, puis dont je suis le directeur, et qui est passé du ghetto, vraiment du ghetto de pauvres, à une école mixte socialement et culturellement. Et puis alors, après une absence due à un détachement pédagogique, je suis revenu dans l'enseignement et j'ai choisi de travailler dans une école avec une population extrêmement pauvre. Donc voilà les deux expériences que je vais principalement vous raconter ce soir. Oui, ok, voilà. Dire que je suis passé par l'enseignement spécialisé, je ne vais pas vous en parler ce soir, mais peut-être que j'aurai l'occasion de temps en temps de faire un pont ou l'autre avec l'enseignement spécialisé. Il y aurait beaucoup à dire sur l'enseignement spécialisé en rapport avec la mixité, mais ce ne sera pas le propos ce soir, je n'ai que 15 minutes, donc c'est vraiment trop peu. Alors, donc, comme je le disais, je vais vous parler de l'évolution d'une école ghetto dans un quartier populaire de Liégeois, qui est le quartier Saint-Léonard, où j'ai commencé à travailler il y a à peu près une vingtaine d'années en tant qu'enseignant. Je venais du spécialisé, donc je me pensais armé, puisque j'ai travaillé dans le spécialisé de type 8 et de type 3. Donc type 8, ce sont les enfants
qui présentent des problèmes de troubles instrumentaux, et le type 3, des enfants qui présentent des troubles de comportement. Donc, autant vous dire que ce sont les deux types d'enseignement spécialisé qui concentrent probablement la plus grande part d'enfants de milieux très défavorisés. Alors, mais ce ne sera pas le propos ce soir. Et donc, je suis arrivé dans une école, j'étais en 5e, 6e année, c'était une école en perte de vitesse avec une population scolaire essentiellement maghrébine et pauvre. Et donc, j'étais titulaire d'une 5e, 6e avec 34 élèves. Et oui, ça existe, hein. 34 élèves, et ce n'étaient pas des enfants, je veux dire, qu'on peut rencontrer dans certaines écoles d'autres régions, ou simplement le fait de leur dire chut, ils s'asseyent, ils se taisent. Non, c'était pas du tout ça. C'était extrêmement rock'n'roll, je peux vous le dire, au point qu'il m'arrivait régulièrement de retourner chez moi les larmes aux yeux et parfois d'éclater en sanglots. Et donc, ça c'est pour dire la difficulté. Mais heureusement, j'étais entouré. Nous avions un PO qui a vraiment ciblé sur cette école un projet particulier, auquel j'adhérais. D'ailleurs, j'ai choisi de travailler dans cette école. Et nous avions une équipe d'enseignants qui voulions à tout prix mener ce projet avec les enfants de milieux défavorisés. Ce projet, très vite, on s'est rendu compte que ces enfants avaient une image d'eux-mêmes totalement déplorable. Moi, mes élèves de 5e, 6e me disaient « Mais monsieur Marx, si on est comme ça, c'est simplement parce que nous n'avons pas d'avenir. » Ils le verbalisaient. Ils me disaient « Nous sommes dans une école de M, et dans un quartier de M, et notre avenir, c'est le chômage et c'est le sans-emploi. » Donc, le premier challenge qu'on a dû relever, c'est responsabiliser ces enfants, les rendre plus autonomes et les replacer au cœur de leur vie scolaire, c'est-à-dire en tant qu'auteurs de leur scolarité et non plus en tant que passif de cette scolarité. Alors, je vais passer ceci. Le premier projet qui a eu lieu, c'est d'ailleurs un projet où on a mis les enfants en réflexion au travers des conseils de classe et d'école sur la violence qui régnait au sein de l'école, parce que de la violence, il y en avait. Et donc, on a responsabilisé les élèves sur, finalement, le mieux vivre ensemble dans l'école. Et donc, c'est eux qui ont construit progressivement, pas à pas, le règlement de l'école. C'est eux qui ont posé les nouveaux aménagements de leur temps de récréation et progressivement, ils se sont rendus compte effectivement qu'ils avaient de nouveau, qu'ils étaient acteurs, qui pouvaient à un moment donné résoudre des problèmes eux-mêmes. Très rapidement, nous sommes passés à une politique d'ouverture sur les quartiers. Nous travaillons, parce que travailler seul et renfermé sur soi, ce n'est pas la meilleure chose, donc on s'est très vite ouvert sur les écoles de devoirs, sur l'AMO et dans le milieu ouvert, avec qui nous avons collaboré. Les effets ont été assez rapides dans le sens où les familles que nous accueillons, qui étaient aussi en rapport avec ces AMO, ces services sociaux, ces écoles de devoirs, finalement voyaient que tous les travailleurs, que ce soit de l'école ou des services qui leur venaient en aide, d'une autre manière, collaboraient et travaillaient de concert. Et donc ça a très fort sécurisé les familles qui ont eu un autre rapport à l'école. L'ouverture sur le quartier a eu aussi un autre effet que je vais expliciter par la suite, qui est le retour de familles de milieux plus favorisés. Je vais vous expliquer comment s'est opéré ce retour progressif. Ça met du temps, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et finalement, on a tenté de transformer les effets négatifs de l'école ghetto en effets positifs. Et on est arrivé finalement à faire en sorte que, par cette ouverture sur les quartiers, les habitants du quartier et les parents, particulièrement les familles, se rendent compte que finalement, ce n'est pas tellement la population que l'école accueille, mais bien le projet qui est important et un projet qui aboutit à des résultats concrets, puisque les enfants faisaient partie des différentes manifestations sur le quartier, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales ou d'autres types d'activités. Alors,
comme je vous le disais, d'abord l'élève auteur de cet apprentissage de sa solidarité, en fait, et de sa scolarité, pardon. En fait, on est parti sur une pédagogie de type freiné, d'accord. Mais on ne voulait absolument pas porter l'étiquette parce qu'on craignait justement que finalement l'école ne se transforme par l'étiquette et non pas par l'essence même des actions qu'on y met. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est ramener, comme je vous le disais, une estime de soi des élèves, très rapidement, par notamment des pratiques pédagogiques comme la pratique d'évaluation formative. On a beaucoup travaillé sur l'évaluation formative, nous avons conçu des programmes communs, etc., de manière à ramener une estime de soi des élèves, mais pas seulement par cette manière-là, mais aussi par d'autres manières. L'axe coopératif qu'on a mis au centre du projet, de manière à placer l'intérêt collectif au-dessus de l'intérêt individuel et de rendre les enfants coopérateurs et non pas opposés les uns aux autres. Le tutorat par l'échange de savoir. Pourquoi par l'échange de savoir? Parce que le tutorat, on sait trop bien les biais que ça peut occasionner, dans le sens où ce sont toujours les mêmes élèves qui aident les forts, qui aident les faibles. Ici, avec un système d'échange de savoir, nous avons essayé de faire en sorte que des élèves plus forts aident parfois les élèves, mais qu'ils soient aussi demandeurs. Donc, on avait par exemple l'arbre d'échange des savoirs, où automatiquement chaque élève devait y placer une demande ainsi qu'une offre. Ainsi, un élève plus fort en numération pouvait très bien aider son camarade et demander, par exemple, d'avoir un écolage sur le foot qu'il maîtrise moins bien dans la cour de récréation. Donc, c'est un lâcher prise, c'est un peu sortir du domaine pédagogique pour éviter donc, les biais négatifs du tutorat. La différenciation des apprentissages, bien sûr, avec le maintien d'un niveau élevé de savoir, et ça c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on est dans une école ghetto qu'il faut diminuer les savoirs des élèves. Donc, on avait vraiment veillé à maintenir un niveau élevé. On a beaucoup concerté sur le niveau attendu à chaque étape de la scolarité et comment faire pour essayer. On s'est formé. Il faut dire qu'à l'époque, on avait le droit à beaucoup plus de jours de formation que maintenant. Moi, je me souviens m'être formé, par exemple, pendant 10 journées par an. Ce n'est plus possible maintenant. Alors, face au déracinement social et culturel, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a travaillé beaucoup, et comme je suis devenu directeur de cette école, j'étais confronté à la difficulté pour les enseignants d'appréhender le rôle des parents et la place des parents dans l'école. Et donc, pour donner un exemple concret, j'avais des enseignants de maternelle qui voyaient un élève de 3 ans à peine passer des journées à l'école de 7h du matin jusqu'à 6h du soir. Et donc, lorsqu'elles s'aperçoivent que la maman était sur un banc à 5h30 en train d'attendre et de discuter avec ses amis, elles sont venues me trouver en disant « Marc, c'est pas possible, cette maman ne travaille pas, comment est-il possible qu'elle laisse son enfant comme ça de 7h jusqu'à 6h du soir alors qu'en fait, elle pourrait très bien le prendre à la maison ». Et donc, j'ai été interpellé quand j'ai rencontré la maman. Ce qui en est ressorti, c'est simplement que la maman pensait que c'était extrêmement important pour son enfant d'avoir un contact avec la langue et avec la culture, le plus long qu'il soit, pour pouvoir lui donner les meilleures chances de réussite à l'école. Et donc, il y a toujours cette incompréhension entre les enseignants qui, parfois, pensent erronément que les parents sont laxistes ou bien abandonnent le rôle éducatif, etc., sur le dos de l'école. Et donc, la difficulté, pour moi, en tant que directeur, ça a été, et j'ai travaillé pour cela avec pas mal d'associations et de formations, pour essayer de retravailler la place des parents au sein de l'école, au cœur de l'école, et aussi la relation entre les parents et les enseignants. Comparer les langues, on sait que les enfants de milieux allochtones ont, en fait, la langue n'est pas tellement un obstacle finalement, c'est plutôt le niveau social de l'enfant. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, on a donné une place à la langue et à la culture de l'enfant dans notre école. Exemple d'un petit dispositif qu'on avait mis en place, c'est que des mamans, des mamans belges,
ont accueilli des mamans allochtones pour raconter une histoire dans 2 langues aux enfants. Et donc elles venaient en classe à 2 mamans, et de manière en alternance avec des mamans de plusieurs langues. Elles venaient donc raconter des histoires. Une maman racontait une page en français, l'autre maman la racontait dans la langue de l'enfant, et puis s'ensuivaient alors des activités pédagogiques assez intéressantes. Et les enfants allochtones reconnaissent, enfin, je crois que je l'ai déjà trop dans les détails, donc reconnaissent un peu leur culture et leur langue comme étant un élément sur lequel ils peuvent s'appuyer pour grandir à l'école. Alors, s'ouvrir aux cultures, un lâcher-prise pédagogique avec certains élèves. C'est vrai qu'on sait difficilement, quand on est enseignant, c'est extrêmement difficile de gérer la différence, même avec des trésors de différenciation. On a des niveaux tellement différents dans les classes que c'est extrêmement difficile de tenir compte de tous les élèves, etc. Et donc, il faut parfois un lâcher-prise avec certains élèves, mais je n'ai pas le temps d'en parler ici, ça prendrait trop de temps. La gratuité, donc dans notre école, ce qu'on a fait, on a inscrit la gratuité dans le projet de l'école. C'est important parce qu'à un moment donné, le projet a commencé à attirer de plus en plus de parents de milieux plus favorisés qui trouvaient que le projet de mixité, enfin le projet justement de l'école, était important à leurs yeux pour aider leurs enfants à grandir. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inscrit la gratuité pour tout le monde. Pourquoi? Pour éviter aux parents plus défavorisés de devoir finalement mendier ou de devoir demander de pouvoir, ou bien les convoquer en leur disant vous savez, on ne va pas vous faire payer telle ou telle activité ou telle... Non, non, tout était gratuit. Ça allait du plumier, le contenu de la mallette, les cahiers, aux classes vertes, tout était entièrement gratuit. C'est un projet qui nous a, où on a été soutenu évidemment par le PO, mais ça ne suffisait pas, donc on a dû vraiment faire preuve d'ingéniosité. Ça n'a pas été rose tous les jours, mais on y est arrivé. On a rendu ainsi toutes les activités gratuites, les fêtes scolaires gratuites, c'est important aussi, parce qu'un des objectifs, c'était d'attirer les familles plus défavorisées au cœur de l'école, de manière à ce qu'elles s'y sentent bien, de manière à ce que l'enfant sente que ses parents viennent à l'école pour autre chose qu'une réunion pédagogique au sommet, et voilà, donc c'est assez important. Les collaborations externes très importantes, et ça renforce le sentiment de confiance des familles, comme je vous l'ai dit au début, mais surtout ça replace l'école au cœur du quartier en tant que cœur social du quartier. Et ça c'est très important, c'est ça qui a ramené la mixité dans l'école, parce que les premières familles que nous avons accueillies de milieux plus privilégiés, c'était les familles, des travailleurs sociaux, etc. du quartier, qui voyaient à quel point le projet pédagogique pouvait être porteur de valeurs. Et donc ces valeurs ont attiré pas mal de familles socialement plus aisées. Qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené, oui, il y a aussi les choix stratégiques. On a aussi choisi de consacrer du capital période à l'engagement d'une assistante sociale. Ça voulait dire qu'on savait moins diminuer le nombre d'élèves par classe. Donc ce n'était pas évident comme choix, mais nous l'avons fait en concertation avec les enseignants. Nous avons aussi choisi d'engager un éducateur à mi-temps. C'était un grand sacrifice pour les enseignants, mais ils remarquaient qu'au travers de ces deux postes, finalement, ils regagnaient en sérénité et en possibilité de travailler avec les enfants, puisque l'assistance sociale prenait en charge pas mal de maux vécus par les familles, et donc les familles étaient beaucoup plus enclines à suivre la scolarité de leurs enfants. Réduction du nombre d'élèves limité aux classes du degré inférieur, puisque c'est là que se joue vraiment le début des apprentissages. On a eu un retour progressif de la mixité. Motivation des troupes, évidemment, c'est toujours motivant, un projet qui fonctionne, où on voit la population qui change, etc. Un peu une success story. On a été contacté par pas mal de médias. On a eu des émissions sur l'école, sur la gratuité scolaire dans notre école, sur le projet. On a tourné un film sur les récréations dans notre école, etc. La manière dont on gérait
la violence à l'école. Et donc, la population scolaire a commencé à augmenter au point que l'école était complètement saturée. Et donc, on est passé de 150 élèves donc, dans les années 90 à peu près 320 élèves. Actuellement, l'école est à 350 élèves. Donc, inutile de vous dire que si je n'avais pas veillé à filtrer, à réguler plutôt les inscriptions, on n'aurait plus que des familles très favorisées. Parce que ce genre de projet attire de plus en plus de familles favorisées. J'avais dans mon bureau des dames qui venaient enceintes pour inscrire leur enfant pour être sûr d'avoir de la place. Donc j'ai dû réguler. Et finalement, le seul critère que j'ai trouvé qui était vraiment objectif et qui fonctionnait dans le cadre de cette école-là, c'était le critère du quartier et de la proximité. Critère qui pourrait ne pas marcher dans une autre école. Et ce que j'ai remarqué alors, c'est la ghettoisation de l'école voisine. Donc je me suis rendu compte que finalement, mon école devenait mixte, que c'était vraiment très chouette, c'était très stimulant. Et puis finalement, les enfants que moi je n'arrivais pas à accueillir dans mon école parce qu'elle était saturée, soit c'était des milieux favorisés, ils allaient de l'autre côté de la ville dans des écoles élitistes ou à projet, soit alors les enfants vraiment de milieux très défavorisés s'orientaient vers l'école du quartier, qui était à 500 mètres de notre école, qui se paupérisait. C'est l'école donc que j'ai choisie pour recommencer une deuxième expérience de direction. Et cette fois-ci, pourquoi j'ai choisi cette école-ci? Donc j'ai interrompu ma carrière de directeur à l'école des montagnes pour faire un détachement pédagogique. Et quand je suis revenu, je me suis dit, je vais cibler cette école-là. Pourquoi? Parce qu'on a 4 écoles sur le quartier. 4 écoles avec énormément de différences au niveau des populations accueillies. Et mon challenge actuel, je vais passer à la dernière dia, retour à l'école des pauvres. Le challenge, la première chose essentielle pour moi, c'est un partenariat avec toutes les écoles du quartier, de manière à arrêter ce transvasement qu'on observe entre certaines écoles qui refient, entre guillemets, les élèves pauvres vers d'autres écoles et vice-versa. D'accord? Et donc, j'essaye d'instaurer un partenariat avec mes collègues directeurs, ce qui n'est pas chose facile, tant le challenge sur tous les points de vue avec une école ghetto comme ça est important. Déjà, avoir des petites classes, c'est pas évident parce que c'est une petite école, c'est 150 élèves. Hein, donc, avec 150 élèves, ça ne génère pas beaucoup de capital période, et donc on a parfois des classes très importantes de 23 enfants, ce qui est beaucoup trop dans ce type de milieu, et des beaucoup plus petites classes à côté de 12 enfants. Donc ça, c'est une question d'organisation interne. On va en discuter avec les enseignants. Un autre challenge, c'est bien sûr la formation des enseignants, parce qu'ils se sentent démunis, et je vous assure que travailler avec des populations défavorisées, c'est vraiment très très périlleux. On a des drames sociaux devant nous à longueur de journée. Moi, en tant que directeur, je gère des drames sociaux. J'essaye de faire en sorte de trouver des partenariats extérieurs pour que des familles soient replacées dans des conditions dignes d'existence. Je pourrais vous raconter des anecdotes que je suis en train de vivre, mais malheureusement, je n'en ai pas le temps. Mais c'est édifiant ce qu'on peut vivre et la difficulté des enseignants. Hier soir encore, j'avais une enseignante en pleurs dans mon bureau parce qu'elle n'arrive plus à gérer la différenciation dans sa classe. Elle a 23 élèves de première année et donc on est occupé, toute l'équipe, solidairement essayer d'aider cette enseignante à retrouver un équilibre et à pouvoir faire face à son boulot. Voilà. Donc là, le temps est écoulé, donc voilà. De toute façon, j'aurai l'occasion de répondre à vos questions par la suite, si vous en avez. Merci beaucoup, Marie. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Merci Mike également pour le témoignage. J'ose presque plus parler, parce que si toi tu dis que tu as un petit accent, moi j'ai un grand accent. Et j'ose presque plus parler non plus pour une autre raison. Nicole m'a invité de parler également un peu de perspective flamand.
Mais de plus en plus, j'ai l'impression que tout ce que j'ai dit, ou tout ce que mes collègues sociologues disent sur la question de l'enseignement, la question de l'égalité et de la mixité sociale, que le gouvernement flamand a décidé de faire exactement l'inverse. Donc de temps en temps, je pense que je devrais peut-être mieux autre chose. Bon, quelles modifications sont prévues maintenant, malheureusement? Je vais en signaler 4. D'abord, on met en question l'existence du décret d'inscription du côté néerlandophone, où on revient avec un pas en arrière assez importante, l'idée même de réguler l'inscription dans les écoles et de nouveau instaurer une grande liberté de la part des directions à pouvoir sélectionner les élèves. J'espère que ça ne passera pas, mais on verra. Hein. On voit dans quelle direction les débats politiques avancent. Ce qui est déjà sûr et certain, parce que là c'est prévu dans l'accord du gouvernement, c'est de supprimer ce qu'on appelle le double contingentement dans les procédures d'inscription. Le double contingentement, en fait, ce sont des quotas. Hein. Ce sont des quotas pour des enfants défavorisés et des enfants favorisés, parce que là, c'est la particularité du système flamand, hein, de prévoir des quotas des deux côtés en même temps. Parce qu'il y a le risque, si on instaure juste un quota pour, disons, des enfants défavorisés, qu'au niveau du terrain, ça ne change pas grand-chose. Il faut, en fait, dans pas mal d'écoles, certaines écoles ont trop peu d'élèves favorisés, d'autres écoles ont trop peu d'élèves défavorisés, et si on veut avoir une politique efficace qui fait augmenter la mixité sociale, il faut fonctionner sur les deux aspects. Hein. Parce que école ghetto, je n'aime pas trop ce mot, mais école ghetto, ça peut également être des élèves de familles favorisées, pas issus de l'immigration, qui se trouvent également entre soi, et ça fait partie de toute la problématique. Alors, autre question épineuse, autre politique qui est mise en débat, c'est l'idée de l'encadrement différencié. Het onderwijskansenbeleid, où on parle du principe, quand il y a une école où il y a plus de défis qui sont concentrés, liés notamment à la position socio-économique des parents, qu'il faut compenser, qu'il faut donner du soutien supplémentaire à ces écoles. On est confronté maintenant à un discours qui met en avant l'idée que chaque enfant est égal et donc qu'il faudrait traiter chaque enfant de façon égale dans chaque école. Un discours qui fond, mais qui va en fait tout à fait à l'encontre de l'idée même d'équité et d'égalité si on regarde un peu plus proche. Je vais y revenir. Et finalement, également, les LOP, Local Overlap Platforms, j'ai été invité il y a 2 ans, je pense, pour parler de ce sujet, ce que je trouve qui est un instrument assez intéressant, qui a finalement pu, au niveau des bassins scolaires, assurer que les écoles sortent un peu de leur logique de compétition et de concurrence et commencent à réfléchir ensemble à quelle responsabilité est-ce que nous avons face aux élèves qu'on recueille, face également à la commune, au bassin scolaire où on se retrouve. Donc des pas importants ont été faits, ou des pratiques qu'on connaisse tous et qui malheureusement qui existent toujours, que certaines écoles préfèrent suggérer aux parents que leurs enfants seraient peut-être mieux placés dans une autre école, dans notre réseau. Et d'ailleurs tous les réseaux jouent ce jeu, je ne dois pas forcément pointer un réseau spécifique qui serait le mauvais élève dans ce jeu. Ces LOP sont donc également prévus de disparaître. J'espère que c'est beaucoup d'effets d'annonce et que maintenant la NVA, je l'ai quand même cité, a montré qu'ils prennent en considération les résultats des élections et que les idées qui étaient inspirées pendant 2 mois quand même, la NVA était autour de la table de négociation avec le Vlaams Belang pour arriver à une note
de base pour les négociations politiques par la suite. Les traces sont toujours là dans l'accord de gouvernement. J'espère maintenant qu'on a montré au grand public qu'on a compris le message de l'électeur et qu'on n'introduit pas ces politiques réellement, hein, que l'effet d'annonce était là et que le signal a été donné et qu'on peut s'arrêter à ce point. Mais bon, verrons ce que ça donne dans l'avenir. Et pourquoi toute cette introduction? Parce que je veux quand même signaler que, heureusement, du côté francophone, on le prend comme étant évident, l'égalité au niveau scolaire, et on le prend comme évident que le débat mérite d'être lancé sur la mixité sociale, dans quelles conditions, quels sont les défis, quels sont les avantages, mais au moins dans les décrets et dans les prises de position officielles des partis politiques, la mixité sociale est un objectif, comme l'égalité est un objectif. On n'y est plus du côté des néerlandophones. Ce n'est plus un objectif parce qu'en fait, il y a une tendance maintenant qui est devenue, c'est reflétée dans l'accord de gouvernement, en fait, des inégalités dans le système scolaire, que c'est normal. Et qu'il faut avoir, que c'est une bonne chose d'avoir un quasi-marché, qu'il y a des écoles qui doivent se situer quelque part et se focaliser sur des niches. Et c'est reflété dans une série de propositions que je viens de présenter. Je pense qu'on doit être conscient de ça. Je suis optimiste. Je pense que du côté francophone, on restera épargné de ce genre d'évolution du débat politique. Mais je ne suis pas entièrement à 100% rassuré non plus. Et donc, vous devriez quand même être, que nous devons, je vais le formuler comme ça, être conscients que plaider pour l'égalité, comme plaider pour la mixité sociale, ça ne va pas forcément de soi, qu'il faut toujours continuer à argumenter pourquoi c'est une bonne idée. Bon, égalité, je ne vais pas essayer de vous convaincre pourquoi c'est une bonne idée, mais parlons de mixité sociale. Et là, je pense qu'il y a deux dimensions qui sont importantes et analytiquement importantes à distinguer également. Que d'un côté, et les deux ne sont pas forcément liés, d'un côté, il y a la dimension citoyenne, que l'école finalement est un lieu où on peut se côtoyer, où on peut se connaître et où il y a la possibilité, les personnes de différentes origines sociales et différentes origines culturelles peuvent se retrouver ensemble, mais au-delà de ce contact direct, également créer des liens de solidarité. Et ce n'est pas sans importance. Et d'ailleurs, on le voit également dans des enquêtes internationales, si on essaye de mesurer les attitudes citoyennes des élèves, dans des systèmes où il y a moins de mixité sociale, il y a plus de ségrégation, qu'il y a plus de problèmes d'intolérance, d'attitudes antidémocratiques que dans les systèmes où il y a plus de mixité dans les écoles et moins de ségrégation. Donc ça, en soi, c'est déjà très légitime de plaider pour une mixité sociale et ce qui mérite, à mon avis, qu'on continue à soutenir ces politiques. Une autre dimension, mais qui est indépendante en fait de ce débat sur la dimension citoyenne, c'est la dimension des performances scolaires. Et là, on peut faire le constat qu'il y a des effets négatifs de la ségrégation au niveau des performances scolaires. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'effet de composition, quand il y a beaucoup d'élèves défavorisés qui se trouvent ensemble dans une école ou ensemble dans une classe. Il y a juste encore un instant, ça va. Il y a un risque réel, pas une fatalité, mais un risque réel que le niveau serait tiré vers le bas. Et quand il y a beaucoup d'enfants favorisés ensemble dans une école ou dans une classe, il y a une opportunité réelle que le niveau serait tiré vers le haut.
Et ben, ce n'est pas une fatalité, mais c'est compréhensible pourquoi ça se manifeste d'une telle façon. Et je vais prendre un exemple réel de l'école de ma fille cadette. Quand la moitié de la classe n'a pas eu le petit déjeuner le matin, et maintenant que ça devient être froid le matin, qu'ils n'arrivent pas à l'école avec un bon manteau, ce n'est pas la même situation de départ pour l'enseignant, ce n'est pas la même condition pédagogique que dans une classe où tout le monde a bien déjeuné, a bien dormi, etc. Donc, logiquement, si on a une concentration de défis dans un même contexte, ça rend les choses plus compliquées. Bon, je salue également Julien Danier qui se trouve dans la salle, qui faisait partie de notre équipe de recherche à l'ULB pour le projet EQUOP financé par la IRC, où on a étudié les effets de ségrégation. Et là, un des facteurs qu'on a étudié, c'est qu'une partie de cet effet de composition peut être... et là, je t'invite peut-être à vous montrer le deuxième slide, si vous voulez sur le premier slide. Non, le premier slide, ça marche, oui, celui-là. Donc ici, rapidement, moi je regarde l'heure. D'accord. Donc ces boules représentent des classes, en fait. Et plus à gauche, une boule se trouve, les couleurs, c'est bleu, c'est Bruxelles, vert, c'est Wallonie. Plus qu'une boule se trouve à gauche, il y a des enfants dans la classe qui sont défavorisés. Plus à droite, il y a des classes où les enfants sont favorisés, et au milieu, score 0, c'est ou bien tous les élèves qui sont issus de la classe moyenne, ou bien une mix sociale d'enfants défavorisés, favorisés et de classes de position moyenne. Et l'axis vertical, c'est le score moyen de la classe au C1D, donc ce sont des données qui concernent la deuxième année école secondaire. Et on peut constater, on n'a pas le temps d'aller en détail comme on l'a analysé entièrement, mais on peut constater que bon, des écoles qui ont un public plus favorisé, qu'en général il y a des scores plus élevés de réussite sur le C1D, des écoles où il y a un public plus défavorisé qui a en général des scores plus faibles, mais qui a beaucoup de variations. C'est-à-dire qu'il y a moins de différences entre écoles avec un public riche en termes de performance, mais beaucoup plus de variabilité, beaucoup plus de différences pour des écoles qui accueillent un public défavorisé. Donc, malgré le fait qu'il y a cet effet de composition, qu'une concentration d'élèves défavorisés, en général, ce n'est pas une bonne idée, ça complique l'affaire pour enseigner, il y a quand même, et heureusement, des écoles, pas beaucoup, mais quand même, des écoles qui, malgré les conditions, les défis sociologiques, arrivent à tirer leurs enfants, leurs élèves, à un niveau acceptable, voire considérable. Et donc là, c'est quelque chose qui doit nous interroger, parce qu'au niveau, je regarde l'heure, au niveau des pistes de solutions, je pense que certes, il faut lutter pour la mixité sociale et limiter les effets de composition, surtout parce que ce sont des élèves qui sont issus de milieux défavorisés et qui se trouvent dans des écoles plus mixtes. Ils gagnent beaucoup en termes de progrès qu'ils peuvent faire. On doit également dire que les élèves qui sont issus de milieux favorisés, qui perdent un peu quand ils se trouvent dans des écoles plus mixtes. Le progrès des enfants défavorisés est beaucoup plus important et spectaculaire que
la perte auprès des enfants de milieux plus favorisés. D'ailleurs, là, les parents peuvent plus facilement également compenser cette perte, mais ça ouvre déjà, et ça montre déjà la difficulté des débats, et on ne le dit pas toujours ouvertement, hein, mais que même si on sait que pour la société et pour la totalité de nos élèves, c'est une bonne chose et une meilleure chose d'augmenter la mixité sociale, il y a quand même des groupes qui le perçoivent comme quelque chose où ils vont perdre leurs privilèges ou leurs avantages. Et bon, c'est pas toujours ouvertement dit dans le débat politique, mais appelons un chat, souvent le problème, le bas blesse à ce niveau. Et donc, bien que je suis tout à fait partisan de continuer dans la régulation des inscriptions, de pousser vers la mixité sociale, politiquement, également du côté francophone, même si on annonce qu'on est tout à fait favorable à l'idée de l'égalité et de la mixité sociale, on n'a pas mis en avant un système qui opte clairement comme priorité principale la mixité sociale. Parce qu'on pourrait faire comme en Finlande, où en fait, ce n'est pas les parents qui décident, mais que c'est l'État qui fait une proposition et qui fait en sorte que la conclusion dans toutes les écoles soit le plus similaire que possible. Malheureusement, la Finlande est également en train de revenir là-dessus, ce qui explique également les changements dans le résultat des enquêtes PISA, mais je fais cette parenthèse. Donc du coup, il faut également prendre comme point de départ la situation actuelle, qui peut-être ne va pas améliorer de façon spectaculaire, même si on arrive à sauver le décret d'inscription dans son état actuel, ou même si on peut l'améliorer. Mais donc, posons-nous la question, qu'est-ce que ces écoles, avec un public défavorisé, qui malgré les conditions sociologiques, arrivent à donner des bons résultats, qu'est-ce qu'ils font, hein? Quelles sont leurs pratiques, qu'est-ce qui fonctionne? Bon, il n'y a pas une seule réponse à cette question, hein? Donc si vous l'attendez, je vais vous décevoir. Mais entre autres, un des éléments qui semble expliquer, c'est une vision partagée de l'équipe des enseignants dans quel est en fait le projet de l'école et dans quelle direction on doit progresser. Alors je sais que mon temps a été écoulé, si je peux me permettre de quand même prendre une petite minute encore, mais l'école, tu as le droit de me prendre le micro et de m'arrêter. Je voudrais quand même encore signaler au-delà de donc pro-mixité sociale qui est dans le décret d'inscription pour les inscriptions, étudiant quand même également comment on peut soutenir et quels types de leçons on peut tirer de ces écoles qui, malgré leur composition, arrivent à avoir des bons résultats. Et là, certes, l'encadrement différencié aide déjà beaucoup nos écoles qui ont un public défavorisé, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, et même si on regarde le budget, le montant total qui est dépensé dans les écoles avec un public plus défavorisé et les écoles avec un public plus favorisé, en fait, le montant dépensé est plus élevé dans des écoles avec un public favorisé, malgré l'encadrement différencié qui devrait compenser l'autre côté. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces écoles, plus régulièrement, il y a des équipes soudées, des enseignants plus expérimentés, des enseignants plus âgés, qui du coup, au niveau salarial, coûtent plus. Et que nous avons des splendides enseignants dans des écoles dans les quartiers défavorisés, des jeunes motivés qui commencent, qui se lancent avec plein d'enthousiasme, mais qui, après un certain temps, quittent l'école. D'ailleurs, 50% des jeunes enseignants quittent le métier dans les 5 premières années, mais ceux qui restent ne restent pas forcément dans les écoles où on débuté leur carrière. Donc on doit réfléchir à ce niveau. Dernier mot, deux réflexions peut-être. Dans la régulation des inscriptions, ce n'est pas la seule chose sur laquelle il faudrait se focaliser. Parce qu'en fait, on peut bien avoir
un système qui va promouvoir la mixité sociale à l'entrée, mais si pendant l'année ou pendant le curriculum, certaines écoles se spécialisent à suggérer à leurs élèves qu'ils doivent ailleurs, ou qu'ils doivent aller ailleurs, ou avec le redoublement, les réorientations, ils font des suggestions qui ne sont pas dans l'offre de l'école. Bon, ces régulations des inscriptions, on peut les détourner de cette façon. D'ailleurs, on découvre dans certaines écoles magiquement également des places 2-3 semaines après le début de l'année, des choses également qui posent question. 68% des élèves dans les écoles francophones à Bruxelles redoublent. Souvent, ça s'accompagne d'une réorientation et changement d'école. Donc ça, faut faire gaffe de ne pas juste voir description, régulation des inscriptions, mais regarder également les pratiques de relégation. Et là, les plans de pilotage, les changements qui sont prévus, à mon avis, sont des instruments pour oser commencer à punir les écoles qui clairement ne prennent pas leurs responsabilités et qui produisent le redoublement, mais en éjectant les élèves vers d'autres écoles. Vraiment, toute dernière remarque, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue non plus l'importance du tronc commun pour mobiliser ou augmenter la mixité sociale, notamment dans les écoles secondaires. Parce qu'on sait que lors de la transition de l'école primaire vers l'école secondaire, que la classe moyenne fait tout pour pousser les enfants de suivre l'enseignement général, que dans des milieux ouvriers, c'est plutôt vu comme une option valable, et c'est une option valable d'aller dans le vocationnel, dans le technique ou le professionnel. Je sais bien qu'en principe, on a un tronc commun en premier degré, mais en réalité, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on fait le choix d'école en regardant quelle est l'offre au deuxième ou au troisième degré. Et on regarde, est-ce que c'est une école générale ou est-ce que c'est une école technique ou professionnelle. Donc, je suis totalement partisan ce qu'il est prévu d'allonger encore le tronc commun, mais en fait, il faudrait également scinder les écoles et assurer que c'est en voie, en fait, tronc commun et que les parents et les élèves choisissent les écoles et les orientations beaucoup plus en adéquation avec leurs intérêts et capacités et pas influencés par leur position sociale. J'ai pris 7 minutes de trop sur Jean-Marie. Maintenant, à ta décharge, c'est vrai que je t'avais demandé d'aborder la question du commun, donc tu es tout excusé. Et Jacques, dernier intervenant. Oui, donc retour au bon accent. Hein. Le meilleur de Belgique. Voilà, donc oser remettre en question les bienfaits de la mixité sociale, ce titre, parce que bien sûr on a tendance à considérer la mixité sociale comme une panacée. Politiquement, ça va de soi que c'est la meilleure des choses à faire, aussi bien, comme Dirk le disait, pour la réussite des harmonies populaires que pour le vivre ensemble. Alors, rappelez quels sont les objectifs de changement pour l'égalité. Ben, c'est bien sûr, on l'a déjà dit, la réduction des inégalités socio-scolaires, soit une meilleure réussite des enfants et jeunes du milieu populaire, et ça aussi par des pédagogies qui favorisent l'émancipation de chacun, donc pas seulement la réussite, mais des apprentissages qui vont vers l'émancipation, et plus long terme, évidemment, une société démocratique plus juste. Et alors les solutions entre guillemets, parce que l'entraînement mental m'a appris que de solutions, il n'y avait que des solutions finales, et que forcément, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais je dis quand même solution parce qu'on a l'air de dire qu'il suffirait d'avoir la mixité sociale, avec une baguette magique, comme ça on arriverait, on aurait la mixité sociale et tout irait bien dans l'enseignement. Il y a une alternative qui est difficilement défendable, et qui serait des écoles de classe populaire, de refaire Barbiana pour les plus âgés de la salle, petit livre des enfants de Barbiana qui a été édité fin des années 60 ou début des années 70, c'est-à-dire une école pour les pauvres, mais pour que les pauvres apprennent, et avec un projet fort. Voilà une alternative difficilement défendable.
Alors donc, on ne croit pas aux solutions à CGI, et donc on croit plus aux actions, parce que la solution, c'est, on va pouvoir la trouver que dans la dictature qui impose la solution, justement, et donc on n'est pas là-dedans. Et quelles actions est-ce qu'on voudrait mettre en place? Donc d'abord, la mixité sociale comme solution finale pour la réussite de tous et pour l'harmonie sociale, quelques remarques. C'est que pour nous, elle est politiquement impossible, elle est idéologiquement discutable et elle est pédagogiquement difficile. Alors commençons par le politiquement impossible. C'est pas seulement à cause des réseaux et du quasi-marché, bien sûr, les réseaux et le quasi-marché sont là et imposent une différenciation de l'offre, différenciation à laquelle la demande évidemment répond volontiers, mais surtout parce qu'aujourd'hui, la liberté parentale est devenue peut-être une des valeurs les plus importantes dans notre société, celle qui guide le plus les parents. Et donc, un parti qui se présenterait aux élections en disant on va mettre fin à la liberté des parents de choisir l'école pour mettre en place un système de mixité sociale, ce parti, il va se ramasser, il va aller nulle part. Donc, on ne va pas pouvoir empêcher, et peut-être n'est-ce même pas souhaitable, on va dire que vous pouvez en parler avec l'évolution de la Flandre, peut-être n'est-ce même pas souhaitable d'avoir un État qui imposerait des écoles semblables avec une mixité, etc. Mais en plus, ce n'est même pas possible dans l'état actuel des choses en Fondation de Bruxelles, parce que les parents tiennent trop, et peut-on leur reprocher, les parents tiennent trop à décider eux-mêmes de ce qui est bien pour leurs enfants. Et évidemment, dans ces stratégies-là, il y a de grandes inégalités, puisque les parents ne sont pas égaux par rapport aux choix qu'ils vont faire, aux représentations qu'ils ont de ce qu'est une bonne école, aux représentations, et bien sûr la célèbre expression de Bourdieu, la réduction des dispositions subjectives aux conditions objectives, aux espoirs objectifs. Idéologiquement discutable. Occultation et légitimation des inégalités. Enfin, une autre manière de le dire, c'est qu'il s'agirait de faire vivre dans la classe, de faire apprendre à vivre ensemble les enfants de Guillaume et d'Albert. De quel Guillaume est-ce que je parle? De Guillaume Boutin, c'est-à-dire le nouveau patron de Proximus. Monsieur et Madame Boutin ont une fille, comment s'appelle-t-elle? Ben, Lou, bien sûr. Hein. Et donc la petite Lou Boutin, elle va se retrouver en classe avec les enfants d'Albert. Et les enfants d'Albert, Albert, il est justement licencié par Proximus qui mène un plan de restructuration. Donc ça voudra dire que vivre ensemble, c'est faire vivre ensemble les patrons qui licencient avec les enfants des patrons qui licencient avec les enfants des licenciés. Est-ce qu'on est sûr que c'est une bonne chose? C'est pas si évident. Et que va-t-on faire de l'irruption de ces inégalités dans la classe et de l'irruption de cette domination de classe dans les classes, hein? C'est pas si évident, et donc on risque de faire comme si ça n'existait pas, c'est-à-dire d'occulter tout ça. Alors, pédagogiquement difficile, ben ça on y a déjà touché, évidemment. Pardon, je vais trop vite. Et je vais un peu détailler ça quand même. C'est très difficile, pédagogiquement, d'empêcher les effets de domination symbolique. Hein, domination symbolique qui va renforcer le conflit de loyauté, dont on sait qu'il est un facteur important des difficultés scolaires des enfants milieux populaires. Et les rapports au savoir ainsi que le mode scolaire, mais je vais un peu détailler ça. Hein. Pédagogiquement difficile, pourquoi? Ben, d'abord, entre enfants dans la classe et entre enfants dans l'école, eh bien, au retour du week-end, si on veut un peu vivre dans la classe et faire vivre ce qui se passe en famille, ce que les enfants vivent, et puis partir de là, c'est sûr qu'au retour des week-ends et des vacances, les enfants ne vont pas ramener la même chose dans la classe. Il va falloir faire avec, parce qu'il va y avoir des jugements de valeur, etc. Et pas seulement ce que les enfants vivent dans la classe, mais ne serait-ce qu'au niveau du langage, la manière de parler, de répondre, d'intervenir, la manière d'interagir avec l'institutrice, toutes les connivences qui peuvent se marquer entre enfants et enseignants qui partagent la même culture scolaire, et tous les enfants exclus de cette connivence, etc. Donc, la domination symbolique existe dans une classe mixte. La domination symbolique est là, et donc risque de renforcer le conflit de loyauté avec des enfants qui s'ils sont dominés, portent la honte,
pour un certain nombre de choses, vont évidemment plutôt être loyaux à leur famille qu'à l'école qui est en train de les humilier. Donc, ce n'est pas évident pédagogiquement de répondre à ça et de créer véritablement dans sa classe un espace de respect, de collaboration, de coopération, etc. Il faut un projet fort et un enseignant fort dans ce sens-là, et beaucoup de formation pour aider à cela. C'est vrai aussi entre parents, parce que si on veut installer une collaboration éducative avec les parents, ça suppose des réunions, et que si on fait des réunions avec des parents d'origine sociale différente, ça va être très difficile de travailler avec les parents du milieu populaire pour leur faire comprendre ce qui se passe dans la classe et comment on travaille dans la classe, et installer une collaboration avec eux, avec les parents qui, plein de bonne volonté et souvent de paternalisme des milieux plus favorisés, vont se mettre à vouloir expliquer, etc. Enfin, il va falloir gérer tout cela. Rapport au savoir et malentendu scolaire, ben, bien sûr qu'il y a d'abord la force du pédagogiquement correct. Hein. C'est-à-dire que pour beaucoup d'enseignants, il faut être juste. Et juste, ça veut dire faire la même chose pour tout le monde. Juste, c'est mettre 3 sur 20 pour tel résultat et 18 sur 20 pour tel autre, parce qu'il faut être juste. Hein. Donc cette représentation de la justice, c'est aussi ne pas, par exemple, mettre 15 enfants qui réussissent facilement, les 15 enfants, les laisser travailler seuls, leur donner du travail autonome pour s'occuper des 3, 4, 5, 7 enfants qui ont des difficultés et travailler plus avec eux dans la classe pendant que les autres sont en travail autonome. Donc autrement dit, que l'enseignant soit prêt à donner plus à ceux qui ont moins, ça demande aussi un projet, c'est pas si évident, et ça demande aussi une formation pour savoir mettre certains en travail autonome et d'autres. Crainte aussi de la différenciation mal comprise, c'est-à-dire le pédagogiquement correct, c'est-à-dire qu'on va différencier, donc c'est-à-dire qu'on a des attentes qui sont différentes. Cet enfant-là, on sait bien qu'il ne va quand même pas arriver aussi loin qu'un autre, donc on va être moins exigeant par rapport à lui, on va s'adapter aux différences, et donc on va renforcer les inégalités. Ça, c'est pas évident de dépasser. La force des évidences scolaires aussi, et des difficultés à expliciter ce qui se passe dans la classe. Rapidement, pour dire, l'enseignant va avoir tendance, je vais prendre un exemple de Véronique Baudran qui aurait dû être ici à ma place et me remplacer avantageusement. Quel est l'enseignant qui ose, par exemple, dire, c'est ce qu'elle faisait en fin de sa carrière, elle n'osait pas faire ça en début de carrière, enseignant qui ose dire d'interdire de lever le doigt. Elle interdit aux enfants dans sa classe de lever le doigt, de demander la parole, parce que c'est elle qui décide qui va parler, qui va répondre, qui va interagir. Parce qu'on sait bien que si on laisse aller, et si on donne la parole à celui qui lève tout le temps le doigt avec frénésie, on va avoir une bonne réponse sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, et donc on va avoir tendance à s'appuyer sur toutes ces bonnes réponses et sur les enfants qui apportent une formulation intéressante, et on va laisser les autres sur le côté, et donc il faut une fameuse volonté de la part de l'enseignant d'aller proposer la réponse et de faire parler les enfants qui ont plus de difficultés pour s'appuyer sur cette formulation, rebondir et faire travailler, etc. Et également, autre difficulté, mais ça, Marc en a parlé évidemment, c'est l'attraction sélective de ce type de pédagogie-là. S'il y a un projet fort avec une équipe soudée autour de ce projet, eh bien, les parents ils se rendent vite compte que c'est une école intéressante parce qu'il y a une équipe soudée derrière un projet fort et positif. Et donc, évidemment, de nouveau, qui va venir 5 minutes, c'est ça? Oh là là, oui, voilà. Je passe à la dia suivante. Bon, autre alternative, l'école de classe comme grand socle pédagogique pour la réussite des enfants du milieu populaire et pour renforcer la conscience de classe en faveur de la lutte des classes, bien sûr. Ça aussi, c'est politiquement impossible, idéologiquement discutable et pédagogiquement difficile. Politiquement impossible, quel est le parti qui va mettre en avant que l'école devrait renforcer la conscience de classe pour la lutte des classes? Je crois qu'on en est un peu loin là pour le moment. Ça veut dire qu'il faudrait mettre en place aussi un financement différencié et très très différencié, c'est-à-dire une discrimination plus que positive pour ne pas arriver à ce que dire que dénoncer, à savoir que les écoles de riches coûtent plus cher que les écoles de pauvres. Et donc d'arriver à imposer un financement très différencié, ça va être politiquement très très difficile. Idéologiquement discutable, ben là je suppose que on va partager l'hésitation qu'on aurait à
à relancer la lutte armée. Donc ça va évidemment, ça se discute bien sûr. Comme le vivre ensemble entre dominants et dominés se discute, et donc là il n'y a pas de solution vers laquelle on pourrait opter avec l'idée de quelle société, une société plus juste évidemment, mais quels moyens est-ce qu'on a à l'école de changer la société, donc où est-ce qu'on se dit que la classe et l'école sont unies, où on va pouvoir mettre en place un vivre ensemble acceptable, indépendamment de ce qui se passe en dehors et plus tard, c'est possible. Enfin, tout ça est idéologiquement discutable, on pourrait en discuter. Pédagogiquement difficile, bien sûr, Rick l'a rappelé, on a la concentration des difficultés. On va dans une classe qui ne connaît que des enfants, et on n'en est pas loin quand on voit les statistiques, 40% d'enfants pauvres ici à Bruxelles, on va vite avoir des classes à 100% d'enfants pauvres. Donc on y concentre massivement des difficultés massives, et là, on voit bien que le projet professionnel des enseignants, il doit être très très fort pour répondre à ça. Et c'est possible quand même aussi, hein. Vous avez vu qu'il y avait des petits ronds en haut à gauche quand même sur le graphique de livre. Donc il y a des écoles qui ont réussi, on a des exemples d'écoles à milieu très populaires qui sont arrivées à des résultats exceptionnels, mais ça suppose évidemment une formation et un projet professionnel des enseignants qui est très très fort et qui va très loin. Donc du coup, qu'est-ce que CG voudrait soutenir? CG considère ces deux orientations comme deux utopies, mais deux utopies dans le sens où on sait qu'on n'y arrivera pas, mais que c'est quand même quelque chose d'intéressant à poursuivre. Et donc de soutenir les deux utopies en questionnant et en dénonçant les effets pervers des deux, les difficultés qui sont présentes dans les deux formules, et en cherchant et en proposant des actions et des formations pédagogiques qui puissent servir aux deux utopies. Alors c'est politiquement possible, c'est théoriquement défendable et c'est politiquement, pédagogiquement acharnable, parce que là il va falloir s'acharner. Politiquement possible, soutenir les écoles engagées pour l'égalité, on pourrait imaginer un nouveau réseau, pas pour remplacer un de ceux qui existent, mais un réseau qui superposerait et qui va chercher dans tous les autres réseaux, un réseau qui s'engage pour l'égalité. Que ce soit de manière mixte ou que ce soit de manière école populaire d'excellence, peu importe, mais des écoles qui s'engageraient pour la réussite des enfants de milieu populaire dans la mixité ou pas dans la mixité. Et on pose vraiment la question sérieusement, est-ce que ça ne serait pas intéressant de créer un réseau de ces écoles qui s'engagent, un peu comme il a existé École contre le racisme, etc. Bien sûr, il est important pour nous de soutenir toutes les mesures de régulation du marché, dont celles qui sont prévues dans le pacte, avec les plans d'action, etc. Pénaliser les écoles qui trichent, hein, les écoles qui ne jouent pas le jeu du pacte et des objectifs d'amélioration, ou encore par exemple mettre systématiquement les DASPA chez les riches plutôt que chez les pauvres, parce que les DASPA se retrouvent chez les pauvres, et les mettre chez les riches. Donc soutenir toutes les mesures possibles de régulation et essayer de jouer sur tout ça. Idéologiquement défendable, il nous semble que de la gauche à la droite, on peut trouver un accord politique autour de la dénonciation et de la réduction des inégalités. Je ne pense pas qu'il y ait personne en France de Bruxelles qui ose publiquement, en tout cas, dire qu'il est favorable aux inégalités. Aucun parti n'est favorable aux inégalités. Donc il y a là de l'idéologie sur laquelle on peut s'appuyer, de la même façon qu'on peut défendre aisément qu'on va essayer de faire démocratie en classe et à l'école. Il n'y aura pas non plus beaucoup d'acteurs politiques qui seraient opposés à ça. Et alors évidemment là, c'est là le gros morceau, pédagogiquement acharnable, aussi bien en formation initiale qu'en formation continuée, qu'en formation des équipes, que dans la pédagogie de la classe. Que faire? D'abord, par rapport à la nomination symbolique, lutter contre la honte, faire dignité dans les classes, c'est pas facile, ça demande de la formation, des pédagogies spécifiques, travailler le français lors des apprentissages. On met beaucoup l'accent à CG pour le moment sur cette question, à juste titre évidemment. C'est en maternelle et au début du primaire qu'il s'agit d'installer la langue des apprentissages, continuer après, mais en tout cas l'installer là, travailler beaucoup ça et proposer des formations dans ce sens-là. Traquer et expliciter les malentendus, j'ai pas eu le temps de développer ça tout à l'heure, et je ne vais pas avoir le temps de le faire maintenant, s'il faut on y reviendra, mais toutes les théories sur les malentendus scolaires, c'est trop court pour en parler. Simplement dire que, par exemple, Véronique essaie de dire le plus souvent possible, en tout cas chaque jour à ses enfants, dans sa classe, qu'à l'école on est là pour apprendre. Et que donc à tout moment,
on peut toujours, tout le temps, se poser la question, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Pas qu'est-ce que je suis en train de faire, mais qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Et d'essayer de manière obsessionnelle de mettre sa classe dans cette position-là, de je suis là pour apprendre et qu'est-ce que je suis en train d'apprendre pour le temps. Travailler la cohésion d'équipe, dans le sens de ce que Dirk disait tout à l'heure, avoir des équipes avec des projets forts, et dans les écoles aussi, travailler à maintenir la mixité réelle ou la populaire d'excellence, mais réguler au niveau local ces inscriptions, ça suppose une volonté de la part de la direction de l'établissement de travailler sur le recrutement. Voilà, je vous remercie.